Bonjour, merci à tous de nous rejoindre. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte et puis on commencera donc ce webinaire consacré aux performances industrielles dans le cadre de l'entreprise l'abeille du groupe LSDH. Bonjour, je vais donc nous montrer un petit peu. Donc on va commencer, voilà. Bonjour, Christophe Letoublon. Bonjour, Nicolas Bourlier. Donc on va commencer ce webinaire donc consacré aux performances industrielles avec moi-même, Monsieur Le Douplon. Je vous propose déjà d'un premier temps de nous présenter. Après, on pourra voir un petit film de l'abeille donc qui dure 1 à 2 minutes. Et puis après, on vous parlera un petit peu de ce qui a été mis en place, des problématiques qui ont été soulevées et résolues, des intérêts, des avantages que ça a apporté à l'entreprise. Et je laisserai donc principalement la parole à Monsieur Le Toublon. Allez. Ok, donc moi Christophe Letoublon, je suis donc le directeur du site de l'abeille. Je suis arrivé maintenant il y a 3 ans. J'ai fait toute une carrière dans l'agroalimentaire, et plutôt dans les métiers de la production, de la maintenance, des RH à un moment donné, sur de la logistique aussi, voilà, et puis des directions d'usines successives. Dans des groupes divers et variés, mais chez Evian, chez Danone France, chez Lu, chez C'est Moi dans le chocolat, et dernièrement dans le lait chez Candia, et maintenant donc chez LSDH à l'abeille, donc usine qui est située à Cholet. 130 personnes, 130 millions de cols de produits fabriqués tous les ans, une activité très saisonnière puisqu'on fait du soft, donc plutôt consommé en été. Vous allez voir un petit peu les lignes dont on dispose. Et on fait partie du groupe LSDH qui, lui, est centré autour de quatre usines et qui fait principalement de la marque distributeur autour du lait, du jus de fruits et des boissons, et surtout maintenant des boissons végétales. Voilà pour une présentation rapide. Voilà, donc moi je suis Nicolas Bourlier, je suis commercial chez Attelog depuis plus de 10 ans maintenant. Attelog, qu'est-ce qu'on fait? On est des spécialistes de la gestion de flux, que ce soit des flux de logistique ou des flux de production. Donc, pour résumer rapidement, je dis dès que quelque chose se transforme ou dès que quelque chose se déplace au sein d'une entreprise, notre métier consiste à acquérir cette information et ensuite à la traiter. Les deux choses étant dissociables, on peut récupérer les données et les transmettre au système informatique de la société s'il sait le gérer, ou on peut se connecter à un data lake et traiter les données via donc un MES en production ou un WMS en logistique, selon les besoins du client. Je vais vous proposer de regarder donc le petit film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est... elle était là, clac, elle a disparu, bravo. Donc, je partage tout mon écran du coup. Ouais, je vais partager l'écran entier, ce qui n'était pas prévu au départ. Voilà, donc je vous mets la vidéo et Monsieur Le Toublon, vous la commentez, je l'arrête quand. Ok, donc en fait, on a spécifié la présentation sur nos lignes de conditionnement, puisque c'est effectivement sur le conditionnement qu'on a installé les outils Attelog. Donc on a des lignes de conditionnement. Là, c'est une ligne donc rapide, 20 000 cols heure, qui fait du soft, de la boisson gazeuse en aseptique. Voilà, donc vous allez avoir toutes les différentes phases de travail, la soutireuse, on avait le soufflage avant de la bouteille, le bouchage maintenant, du contrôle en continu ensuite, et puis un peu d'accumulation avant l'étiqueteuse, voilà, codage des bouteilles, codage au niveau du bouchon chez nous. Et puis ensuite, on a la possibilité effectivement de regrouper tout ça sous forme de pack dans des cartons, dans ce que l'on veut. Et puis ensuite de mettre ça sur palette, enfin une ligne de conditionnement normale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement c'est une ligne qui se déploie là sur 1500 mètres carrés à peu près. Ça vous donne une idée de la place que l'on a
pour savoir faire tous les surconditionnements et suremballages, et qui est piloté par 3 personnes. Hein. Une personne sera de l'importance dans le bloc humide, donc qui va s'occuper depuis l'incorporation du sirop, le mixeur, le carbonateur, ensuite le tank stérile, le pasto, et puis le conditionnement sous tirage, bouchage, pardon, et ensuite 2 lignes qui sont sur le suremballage. Voilà. Et puis là, du labo simplement et des contrôles qualité qui sont faits, qui sont associés. Donc on n'a pas nous pris dans la solution hein, au niveau du renseignement des informations. On est resté uniquement sur la partie performance. Voilà sur notre métier. Donc on a 5 lignes de conditionnement qui vont de lignes à 10 000 cols heure. Nous on parle en cols parce qu'on a plein de formats différents. On travaille beaucoup pour la marque distributeur. Donc on a à peu près 500 références de produits finis, des bouteilles qui vont de 25 centilitres à du 2 litres. Donc vous imaginez bien le nombre de changements de format qu'on peut avoir. Notre run moyen chez nous est de l'ordre de 30 000 cols. Voilà, donc ça veut dire que toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, on va changer de produit en moyenne. On va faire des runs à 6 000 et des runs à 100 000, bien sûr, ou à 200 000, mais notre moyenne est à 30 000. Voilà. Donc pourquoi on est allé chercher un outil comme celui-ci pour travailler? C'est des soucis maintenant qui sont communs, je veux dire, dans les entreprises, mais on avait effectivement besoin de mieux comprendre et de mieux suivre notre processus de production ou de conditionnement en tout cas, à la fois pour superviser nos lignes. On a bien sûr un besoin de voir en temps réel tout ça et pouvoir agir en conséquence. Et puis principalement suivre la performance et c'est vraiment un outil, c'est notre input hein, pour avoir nos données, bien sûr en temps réel, mais aussi en fin de poste, comme ensuite pour animer nos rituels de performance, nos réunions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Voilà. On va vous proposer un petit sondage qu'on vous demandera de remplir. Alors, particulièrement, on va vous demander quels sont les indicateurs de production que vous suivez. Voilà, ça nous permet ensuite de mieux vous cerner au niveau des questions qui viendront ensuite. Et le point important, en tout cas dans le projet, dans la mise en place, bien sûr, ces informations intéressent et la production et la maintenance. Comme je vous le disais, on n'a pas pris la partie qualité pour l'instant, mais on s'est concentré. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est géré entre la production et la maintenance. Pardon, je suis un peu trop vite. Donc voilà, donc ce type de projet, il y a très clairement on s'adresse à des gens dont le métier n'est pas l'informatique, hein, principalement. Donc il y a vraiment des écueils à éviter, et c'est ce que Atolog s'emploie à faire. Et je pense que M. Le Toulon sera d'accord avec moi sur ces différents points. Donc effectivement, essayer de privilégier les remontées d'informations de production en automatique. Hein. Encore une fois, l'opérateur, son métier, c'est pas l'informatique, c'est d'accomplir une tâche. Et donc, quand on peut le décharger d'une tâche annexe, hein, comme des remontées, qu'on peut récupérer directement des machines, c'est mieux. Et puis quand il y a des informations que lui seul connaît, donc on a besoin que de le solliciter, et qu'à aucun moment il soit ralenti par l'outil qui est censé l'aider, que au premier coup d'œil il sache exactement où est l'information qu'il cherche, quelle est l'information qu'on lui demande, et il soit à même d'y répondre vraiment dans le flux de sa production et sans être embêté. Ça c'est un premier point. Et donc pour ça, évidemment, il faut impliquer ces gens-là dès le début de la mise en place du projet. Alors, aussi bien les managers, hein, qui vont être tout à fait moteurs, et bien sûr aussi les key users et l'ensemble des opérateurs par leur biais, pour que vraiment il y ait de moins de résistance au changement possible, que vraiment ils s'approprient l'outil et qu'ils voient vraiment que ce soit quelque chose qui soit nécessaire et même qu'après ils soient demandeurs de l'outil, qu'ils participent aux évolutions de l'outil et tout et tout. Et puis évidemment, après, une fois qu'on a tous les outils, qu'on va avoir des indicateurs de performance et des choses comme ça, l'idée c'est de montrer aux opérateurs, pour que l'engouement initial ne retombe pas, de montrer que effectivement on travaille sur les données qu'ils nous fournissent, qu'on obtient des résultats et les mettre vraiment dans la boucle du début jusqu'à la fin.
Alors, le déploiement de qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, on vous a donné un peu les problématiques. Alors, dès 2010, en fait, nous sommes intervenus chez l'abeille sur voilà, une problématique de management de la performance. Donc, à l'époque, c'était des écrans un petit peu voilà, classiques d'informatique. Hein. Et là, on avait vraiment une alimentation manuelle. Hein. C'était vraiment en fin de shift, les opérateurs donc rentraient les informations. Donc, ils avaient voilà, Du déclaratif à voilà, faire, oui. exactement. Et ils qualifiaient les arrêts. Il y avait un temps de non-performance qui était, voilà, vous devez faire 3000 pièces à l'heure, vous n'en faites que 2000. Ben, ça fait que pendant 20 minutes, il y a eu de la non-performance. Et donc, vous deviez qualifier, ben voilà, j'ai fait 10 minutes de ceci, j'ai fait 5 minutes de cela, etc. Et on en déduisait ensuite les indicateurs de performance, on les donnait sous forme de tableau. Vous aurez des exemples de tout ça. Voilà. En 2018, on a souhaité donc simplifier la tâche des opérateurs et donc on a connecté les machines en temps réel. D'accord. Donc les machines de la veille avaient déjà des capteurs. Alors il y a plusieurs façons hein, de connecter des automates et d'exploiter les résultats. Bon, on maîtrise hein, depuis une dizaine d'années, même plus, vingtaine d'années que Catalog existe. Bon, des techniques d'OPC, de choses comme ça. Mais le problème, c'est que ce sont souvent des techniques longues à mettre en place, assez coûteuses, qui vous donnent une foule d'informations. Et on a préféré en fait se connecter à des capteurs des machines de l'abeille grâce à des petits boîtiers IoT comme ça. Voilà. Donc là, d'un côté, on va communiquer en LoRa. On va récupérer les données par radiofréquence. Et de l'autre, on va, là, dans le cas de l'abeille, on s'est donc connecté sur les contacts secs des automates sur lesquels on a fait dériver les capteurs pour compter les quantités produites et pour avoir les temps d'arrêt. D'accord. Et une des petites originalités qu'on a sur l'abeille, c'est que on fait de la détection, de la préqualification des arrêts, selon que ce soit un arrêt intrinsèque de la machine, que ce soit un arrêt amont ou un arrêt aval. Oui, tout à fait. Donc, ça, vous voulez... Oui, on peut juste expliquer, effectivement, dans le processus, on avait la possibilité de faire, parce que vous êtes en capacité de découper véritablement la ligne complète pour bien identifier là où sont tous les arrêts par des jeux de combinaisons, et identifier qui est la cause de quoi au niveau des arrêts. Nous, on s'est plutôt concentré sur notre machine goulot, hein, dans nos courbes en baignoire de lignes. Et la machine qui pose le plus de problèmes chez nous, c'est l'étiqueteuse aujourd'hui qui est au centre du jeu. Et on s'est concentré sur cette machine et on a principalement ensuite mis des capteurs pour savoir si les arrêts étaient en amont ou si les arrêts étaient en aval. Et donc, les personnes doivent renseigner ensuite. Comme je vous le disais, nous, on a 3 opérateurs sur les lignes et ces gens partagent le même écran, en fait, sur leur poste de travail. C'est l'écran Atelog ou MyScore ou ScorePop est partagé sur les différents postes de travail et les gens peuvent prendre la main pour caractériser les arrêts. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, sitôt qu'un arrêt est supérieur chez nous à 3 minutes ou à 2 minutes, on demande à l'opérateur de renseigner l'élément dysfonctionnant et la cause première s'ils peuvent l'indiquer. Donc à l'aide de menus déroulants qui sont architecturés les uns par rapport aux autres. Quand la problématique se pose sur la machine étiqueteuse ou bien sur la machine amont, c'est l'opérateur de la zone humide, donc l'opérateur amont, qui va renseigner. Si par contre l'information, et on a un arrêt aval, supérieur à, on va dire, 5 minutes, 7 minutes, et on a un arrêt de ce type-là, il y a une information qui arrive sur l'écran partagé, et c'est à l'opérateur donc qui est censé être sur la zone où s'est passé l'arrêt qui va être renseigné le point. Ça permet à la fois d'avoir un peu d'interactivité entre les personnes, d'une part, on partage le même outil, c'est plus simple aussi, et puis les personnes ont vraiment un rôle moteur pour venir informer. Il y a bien sûr des zones commentaires aussi sur lesquelles on peut rajouter des infos. Et il y a une grande zone de commentaires aussi où les gens peuvent mettre des choses importantes qu'ils veulent faire remonter et inscrire dans le marbre, dans le descriptif du poste sur des problèmes qualité ou des problèmes redondants. Ou, voilà, c'est aussi une manière de faire ressortir vers la hiérarchie des irritants aussi. Voilà, ça a aussi ce bénéfice-là. Voilà pour l'architecture que l'on a mise en place et qui fonctionne bien chez nous aujourd'hui. Ça a bien pris, les gens se sont facilement
intégrer, approprier l'outil et on n'a pas de difficulté. Alors, bien sûr, on peut se dire quand on a 3, 4, 5 machines, oui, mais l'opérateur, lui, sait de toute manière. Et il y a, voilà, on a suffisamment d'informations pertinentes pour dresser une cartographie. Et bon, voilà, si votre suremballeuse, elle n'est pas à 3%, mais elle est à 3,5% sur votre mois ou sur votre semaine, c'est pas très, très grave. L'objectif étant de piéger le 80-20. Voilà. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans la solution, c'est que avec la solution qu'on a, on a vraiment, on fait le distinguo entre les arrêts longs et les arrêts courts. Et chez nous, je ne sais pas comment travaillent vos lignes, mais chez nous, exemple sur une étiqueteuse, on a beaucoup d'arrêts courts. En proportion, on a pratiquement trois quarts des arrêts on va dire sur une machine qui est à 4-5% de son temps d'ouverture en arrêt. Dans le pire des cas, on va dire, on se retrouve avec au moins la moitié du temps avec de l'arrêt court et des arrêts un peu plus longs de réglage ou autres qui sont associés. Et ça, on n'arrive pas bien à quantifier sur une journée, sur une semaine, les évolutions de ces arrêts courts. Et finalement, et tout ça passe sous le radar aujourd'hui des équipes de maintenance. Et nous, on s'est vraiment concentré depuis quelques semaines et quelques mois sur ces arrêts courts qui finalement restent la grosse poche d'amélioration parce que sur les autres points, on commence à avoir une certaine maîtrise. Au même titre qu'on a une bonne manière pour aller, grâce aux outils qui sont développés, aux ratios qu'on peut faire, chercher la sous-cadence, parce qu'effectivement, dans le gazeux, en fonction des conditions externes, des choses de ce type-là, ou des démarrages plus ou moins difficiles, vous êtes en capacité de modifier votre cadence théorique de conditionnement. Et on est en capacité maintenant d'aller rechercher ça et pour essayer d'identifier les sous-cadences. Voilà, donc c'est des poches d'observation. Si vous n'avez pas des chiffres à peu près fiables, eh ben vous les masquez. Et les techniciens de maintenance, comme les gens de production, s'attaquent effectivement à ce qu'ils voient véritablement, à ce qui arrête lourdement. Et on a de l'intérêt quand même aussi à aller chercher tous ces petits arrêts. Et ça, c'est la force de l'outil que de savoir décomposer arrêt court, arrêt long. Et ça, c'est modifiable. Nous, là, on avait démarré à 5 minutes. Donc, à 5 minutes, les gens devaient qualifier. On était à 4, à 3. Maintenant, on est à 2 minutes. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un arrêt supérieur à 2 minutes, les gens qualifient. Et en dessous de 2 minutes, les gens ne qualifient pas. Il ne faut pas non plus les embêter sans arrêt à écrire. Ils sont déjà intervenus pour dépanner. Et c'est des choses qui sont résultantes. Et ensuite, si vous voulez connaître la teneur de ces arrêts, soit ils vous l'écrivent, j'en ai marre cette fois-ci, j'ai beaucoup d'étiquettes qui tombent dans la colle, voilà. Ou au contraire, avec la fréquence et le nombre, on est capable de voir les évolutions et de se dire oui, là, il faut qu'on continue, qu'on retravaille sur ces arrêts courts. Voilà, donc ça, c'est une force de l'outil. Et le fait de pouvoir régler effectivement le temps à partir duquel on va qualifier prouve bien que si on arrive à baisser ce temps, ça veut dire qu'on a traité quand même, parce qu'il est pas, on ne veut pas embêter plus l'opérateur. Donc ça prouve bien qu'on a éliminé les arrêts les plus longs et qu'on affine et on améliore comme ça petit à petit la performance. Voilà. Et puis là, en 2022, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place donc là, c'est vraiment un chantier qui est en cours, qu'on est en mettre en place la nouvelle version de MyScore, qui, comme vous le voyez, est full web et beaucoup plus ergonomique, avec de nouvelles fonctionnalités de restitution, etc. Mais bon, là, c'est pas le sujet. On va se contenter de parler de l'existant. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup parlé sur le slide précédent. J'aurais peut-être dû passer à celui-là un petit peu avant. Ça, c'est donc la solution dont on vous parlait, effectivement. Donc, comment ça se passe? Vous avez les petits boîtiers qui récupèrent donc les données de 3 capteurs. Donc, on voit tout de suite si la première cause est due au capteur aval, ça préqualifie l'arrêt en cause aval. Pareil pour la cause amont, etc. Et puis l'intrinsèque. Et puis selon, comme le disait Monsieur Doublon, selon la personne sachant, c'est telle ou telle personne sur son poste qui va qualifier l'arrêt. Regardez, je vois. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je regarde un peu le chat pour voir s'il y a quelque chose. Pour l'instant, non. N'hésitez pas, surtout, l'idée, c'est que c'est participatif, donc vous êtes beaucoup, donc on ne peut pas vous donner la parole, mais en revanche, il y a un chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser.
Alors ensuite, ben voilà, là on a des exemples d'écrans opérateurs. Donc sur la partie que vous avez actuellement, Oui. ce sont des écrans opérateurs qu'on a conçus ensemble, Atelog et l'abeille. Ouais. Voilà, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que dans la nouvelle solution qu'on est en train de mettre en place, l'abeille n'aura plus besoin d'Atelog pour modifier ses écrans. D'accord, il pourra complètement les mettre à sa main comme il veut. Voilà. Pareil pour les écrans de restitution, sauf que là, aujourd'hui, vous On a la avez main. la main, etc. Et donc, c'est effectivement, qui est-ce qui l'a créé? Ben aujourd'hui, dans le projet, puisque c'était un projet pro de maintenance, on avait effectivement des chefs de projet et c'était juste un chef d'équipe, hein, simplement David, qui était plus intéressé par cette partie-là qu'on a détaché sur le projet, qui faisait le lien d'ailleurs avec les équipes Atelog, voilà, pour alimenter les questions, les affinages et avec un petit peu de formation. Je pense qu'on a eu 2 jours de formation à peu près par les personnes, aussi bien en maintenance qu'en production. Et avec ça, les gens se sont débrouillés pour arriver à construire leurs écrans. Hein. Donc, on peut voir aussi bien du Pareto que de la liste déroulante, que des courbes en rouge-vert en partie basse pour montrer des arrêts. Et là, c'est du temps réel, hein, qui s'affiche. Et ça, on peut effectivement le projeter sur n'importe quel écran ensuite, puisque tout ça est relié réseau si on le souhaite. Et puis, on a des écrans qui sont simplement dédiés à notre rituel de Pâques, notre réunion du matin qui permet de qualifier les 3-4 arrêts principaux que l'on a pour dérouler en quelques minutes les faits marquants de la veille et s'attaquer aux actions associées. Voilà. Ouais, bien sûr, on est capable de tout faire avec ce que l'on a là. Il y a un certain nombre de données qui sont disponibles et puis ensuite des règles de calcul. Et on peut aller chercher un MTBF, on peut aller chercher un TRS, une performance, des taux d'arrêt, enfin tout ce que l'on souhaite et mettre ça en forme. Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a à la fois donc le côté effectivement des tableaux de bord, mais même les indicateurs. Nous, on fournit un certain nombre d'indicateurs précalculés, le TRS selon les normes de l'AFNOR, mais très clairement, dans le cas de l'abeille, mais dans le cas de quasiment tous nos clients, les TRS, tous nos clients font du TRS. Il n'y en a pas deux qui ont la même formule exactement. Et dans votre cas, vous avez un TRS, vous avez un TRS flex, vous avez Oui, on a différentes choses. des taux de changement, des performances suivant les différentes cadences. Donc voilà, oui, effectivement. Et tout ça a pu être adapté pour qu'on puisse. Non, de ce côté-là, il y a effectivement une vraie prise en compte des besoins clients et ça s'est effectivement bien passé dans la mise en œuvre et de manière relativement rapide. Voilà, donc après, l'intérêt de tout ça, effectivement, c'est qu'on en tire des avantages. Ouais. Donc voilà, donc on a un peu détaillé mais vous serez plus crédible que moi pour en parler. Non, ben effectivement, je pense que pour qu'un outil fonctionne, faut que les opérateurs en tirent bénéfice. Alors même si forcément cet outil sert ensuite à l'animation des réunions mensuelles d'information avec les équipes pour refaire les points sur la performance, la qualité, la sécurité. C'est à partir de là qu'on retravaille. Mais en tout cas, on n'a pas eu de difficulté à implanter l'outil et à faire en sorte que les choses remontent. Il a bien sûr fallu accompagner pendant 1 mois, pendant 2 mois. On avait la possibilité de voir qui renseignait mal, puisque ben, une cause non renseignée, ben, pour nous, c'est un élément manquant. Mais donc, on a suivi ça par le pas et on a quand même un certain nombre d'intérimaires. Je vous disais qu'on était aussi sur une forte saisonnalité. On est capable de travailler, on va dire, à mi-charge. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt un personnel qui est là pour travailler à mi-charge. Et quand on passe en pleine charge, on est renforcé à 30-40% avec des intérimaires. Donc, il faut aussi que cet outil s'adapte et puisse voilà. Et l'ergonomie de l'outil fait que c'est effectivement très, très simple d'identifier. Une fois que les personnes ont bien la décomposition des machines, il ne s'agit pas non plus d'avoir une décomposition trop à 8 niveaux. Hein. On a 3 niveaux dans nos ensembles, sous-ensembles, même certaines à 2 sous-ensembles, ça suffit amplement pour que l'opérateur fasse l'info. Il est au courant de sa performance au quotidien, il voit où il en est. Voilà, c'est quand même plutôt intéressant.
Pour la maintenance, on a effectivement des informations qui sont justes. On n'a pas voulu du tout que l'outil, la maintenance a gardé son outil GMAO qui fait référence sur leur temps d'intervention. On avait une solution qui permettait aussi de renseigner à quelle heure arrive la maintenance, à quelle heure elle en repart. On n'est pas rentré dans ce débat de cloche-merle entre prod et maintenance. Les gens de maintenance remplissent leur GMAO, les gens de production, ils sont responsables de leur outil, ils remplissent leurs outils. Et à notre réunion de 9 heures, on confronte de toute façon les différents éléments. Voilà, l'objectif est de générer du progrès et pas de la guerre, pas de la guerre de chapelle entre prod et maintenance. Voilà. Et puis ensuite, on a effectivement tous les indicateurs qui remontent pour pouvoir faire du progrès sur des réunions mensuelles ou annuelles. Voilà. Donc on a des indicateurs qui sont ou des tableaux de bord que l'on peut vraiment adapter aux besoins du responsable de prod ou du directeur du site. J'ai une question dans le chat est-ce que vous avez réussi à chiffrer un petit peu les gains, alors soit intrinsèquement de l'outil, soit des rituels qui ont été mis en place grâce à l'outil et qui ont. Alors, comme partout, l'outil n'est qu'un moyen, c'est qu'un outil, donc vous en faites bien ce que vous en voulez. Mais moi, je suis un fervent défenseur de ce genre d'outils parce que il y a quand même pour progresser, il faut mesurer. Donc on a une vraie mesure, une bonne mesure avec ce qui est là, où on fait participer l'opérateur en plus dans ce point. C'est pas quelque chose, c'est lui. Si lui est pas au cœur du processus pour le remplir, c'est intéressant. Donc il y a un vrai partage avec les personnes. Alors après, nous, effectivement, on a progressé sur l'an dernier, il y a 2 ans. On est plutôt sur des performances autour de 70-75%. On a pris, au niveau du Global Atelier, on a pris 2 points l'an dernier. On avait pris 1 point il y a 2 ans à la mise en place de l'outil, puisque ça fait 2 ans. Alors après, quid de l'outil, c'est un ensemble. C'est forcément pour moi un passage obligé pour avoir une information fiable, rapide, j'allais dire. On a les bons indicateurs, on est capable de voir l'évolution de la performance. Si vous n'avez pas d'outil de mesure, comment voulez-vous progresser, tout simplement. Donc ça dépendra aussi, bien sûr, des rituels que vous allez mettre en place et puis de l'engagement des équipes, voilà, pour pouvoir les utiliser et puis déclencher les plans d'action qui sont associés ensuite aux écarts que vous avez mesurés avec l'outil. Voilà. Et puis après, tout dépend de où on part, forcément. Mais oui, pour moi, je me verrais mal ne plus vivre sans des outils de ce type-là sur des lignes de conditionnement à date, forcément. Les choses sont tellement importantes, imbriquées, et puis aller chercher 1 point, 2 points, c'est pas neutre, voilà. Alors qu'on a déjà des outils qui sont relativement fiables. Est-ce que vous avez une idée du temps que vous avez économisé par rapport à quand vous faisiez vos autres rituels à la main Alors, c'est effectivement dans le temps de préparation et dans le temps d'analyse qu'on va. Mais c'est pareil. Je pense que à aujourd'hui, un chef d'équipe, un chef d'atelier, puisque nous on a 3 grosses zones à l'aciéroprise, enfin 4 grosses zones, l'aciéroprise, soufflage, qui sont pas concernées par l'outil. Et puis sur les 5 lignes, elles sont réparties en deux zones, 2 chefs d'atelier et deux référents maintenance associés à chacun des autres. Donc on a vraiment un binôme prod maintenance qui utilise l'outil quotidiennement, ou hebdomadairement, mensuellement, pour faire l'analyse et partager l'info et construire les plans d'action associés en fonction. Je dirais que les personnes ont gagné du temps et font autre chose de leur temps, en fait. Aujourd'hui, préparer une réunion de performance, elle sera d'autant plus performante si on a les bons éléments pour décider, pour prioriser. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher l'information comme on pouvait l'avoir. Donc, elle vient plus. Donc, on a plus de finesse dans l'analyse. Mais aujourd'hui, peut-être que l'an dernier, et aujourd'hui, le temps des chefs d'atelier, il n'a pas augmenté ou diminué. Ils font toujours leurs 40 heures. Et sur leurs 40 heures, il y a un temps réservé au contact avec les personnes, à la formation, à l'animation, et puis au suivi de la perf et le suivi des plans d'action. Mais on a quelque chose de beaucoup plus performant là. À la fois pour notre rituel du matin, on a un rituel
quotidien, un rituel hebdo pour reprendre les actions et les faire vivre, et puis un rituel mensuel. Et à chacun de ces points-là, on a des indicateurs quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Et tout ça n'est pas repris. Après, bien sûr, il faut rentrer dans le dur pour aller chercher les causes premières, faire l'analyse, forcément. Voilà. Il y a une petite question sur notre sondage, effectivement, pour savoir combien de temps vous passez à vos rituels, vous consacrez à vos rituels d'amélioration continue. D'accord. Bon, je pourrais répondre après, derrière. Non, mais voilà, exactement. D'accord. Non, il y avait une question, effectivement, de savoir si l'outil a un rôle d'aide à la prise en main du poste pour les intérimaires. Alors, je dirais non à date. Je dirais non. Par contre, dans la solution que vous proposiez, il y avait moyen, me semble-t-il, dans l'outil MES un peu large, d'aller mettre des phases, enfin de la documentation, soit pour faire du contrôle ou de le contrôle, ou de l'auto-maintenance, ou de la maintenance niveau 1, niveau 2. On n'est pas parti dans ces solutions-là, nous, à date, mais c'est clair que ça peut être aussi des phases intéressantes sur le projet. Non, pour moi, ça n'aide pas aujourd'hui sur la prise en main. Par contre, ça oblige forcément le chef d'atelier ou le chef d'équipe qui accompagne au départ, pour que la personne remplisse correctement. Ça oblige à expliquer les principaux défauts, la décomposition des sous-ensembles de la machine pour que la personne ensuite puisse renseigner. Donc forcément, si on veut avoir une information juste, vous êtes obligé d'avoir informé correctement votre opérateur de votre décomposition machine et des causes principales que vous allez pouvoir lui demander de renseigner. Donc, quelque part, ça oblige, si vous voulez avoir de l'information fiable, à avoir fait le travail. Voilà, c'est indirect. Voilà. Et ce slide, justement, Christophe Le Toublon parlait à l'instant des autres possibilités de l'outil, donc j'en profite. Effectivement, dans l'abeille, nous avons la brique performance qui est implémentée, avec la brique Score Codec qui s'assure la connexion effectivement des machines, qui pourrait assurer également une connexion avec d'autres systèmes informatiques si nécessaire, ce qui n'est pas le cas chez vous. Et puis Score Builder, ça c'est ce qui va être mis en place en 2020, donc qui va permettre de aussi créer les écrans opérateurs, voilà, qui permettaient de créer déjà les tableaux de bord, mais bon, la nouveauté, ça va aller plus loin maintenant. Et puis effectivement, vous avez en grisé là 2 briques qui ne sont pas utilisées chez l'abeille et qui sont donc tout ce qui est MyScore Production Management, qui va reprendre les différentes fonctionnalités d'un MES, dont les contrôles sur ligne, c'est le module CIP chez nous, Control in Process, où effectivement on va apporter voilà, tous les contrôles, toutes les feuilles A4 qui suivent les OF, où on va noter, voilà, tout ça, ça pourra se faire automatiquement, voilà, mais donc moi, c'est des choses, on peut reprendre contact après, je vous fais une démo du produit, on vous montre tout ça. Voilà, ce sont des choses qui sont pas en place chez l'abeille aujourd'hui. Même si je vais travailler Monsieur Le Toublon encore, bien sûr. Et puis sinon, tout ce qui est WMS, effectivement, comme je disais, on gérait du flux, donc les flux logistiques, les gestions d'entrepôt, etc. C'est des choses qu'on sait faire aussi, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les nouveaux écrans, donc la nouvelle solution qu'on est en train de mettre. Donc vous voyez, c'est vraiment très très facile de construire ces écrans. Pareil. Je suis ouvert, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais je suis ouvert pour vous faire des démos quand vous le souhaitez. Voilà. Et puis, je pense que après, on va vous laisser la parole plus complètement. Voilà. On a déjà répondu à un certain nombre de questions, mais si vous en avez d'autres, évidemment, parce que nous, on a survolé le sujet, bien évidemment. Après, c'est vous comment vous gérez vos lignes de production. Est-ce que c'est des îlots? Est-ce que c'est des lignes? Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. On est à votre disposition pour y répondre. Donc, il y avait une question autour de la réticence à ce nouvel outil. Globalement, non. Moi, j'ai trouvé que c'est rentré assez vite dans le dur avec les équipes. Maintenant, j'allais dire qui n'a pas son smartphone dans la poche, et même et même sur les lignes de production. Ça, c'est la petite guéguerre de tous les jours. Mais bon, ça va. Donc, c'est pour ça que la nouvelle version de MyScore, qui est beaucoup plus intuitive et qui est beaucoup plus à place de widgets et de choses de type-là, qui est vraiment dans l'air du temps, est facilitatrice. Mais ce qui est important, c'est effectivement la conception et de l'organisation
des écrans au départ, pour qu'on ne noie pas l'opérateur dans le renseignement des informations. Donc, il faut qu'il ait des choses très, très claires. Nous, on n'a pas souhaité connecter, on avait la possibilité, parce que je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'OF qui tombaient et que en moyenne, toutes les 2 heures, on change de produit. Tout ça aurait pu être alimenté par le système central d'information. Mais on l'a pas souhaité à date parce qu'en ce moment on est en train de changer au niveau du groupe sur l'outil, donc on voulait pas tout perturber, donc on a coupé, mais effectivement la personne elle doit être en capacité de savoir dans quel produit elle est, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, combien elle en a déjà fait, quelle performance elle a. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses qui permettent et en même temps, quand il se passe un événement, de pouvoir facilement aller le renseigner, quoi. Donc il faut juste bien doser la facilité, j'allais dire, et l'intérêt pour l'opérateur. Donc vraiment au niveau des opérateurs, j'allais dire qu'en une petite heure, l'outil était pris en main, hein, c'est ça. Voilà. Si vous avez ensuite renseigné correctement, fait des décompositions pas trop fines de vos sous-ensembles, parce que de toute manière, une fois que vous avez identifié la zone, il faudra revenir vers l'opérateur ou il faudra revenir sur la GMAO de la maintenance pour savoir ce qui a été exactement fait, puis aller chercher les causes premières. Donc, on n'a pas quand même des pannes importantes tous les jours sur toutes les machines. Donc, le requestionnement derrière doit être fait directement. Et on ne demande pas justement à en mettre des louches et à écrire plein de choses. Les personnes savent écrire et ont envie d'écrire, il n'y a pas de souci. C'est la personne un peu plus réticente à l'écriture, elle va dans le menu, elle indique et c'est nous qui reviendrons après pour aller expliquer. Ça oblige aussi moi, c'est des valeurs qu'il faut avoir. C'est ce que j'appelle le management par la balade. Mais ce contact de proximité avec vos opérateurs, il ne faut pas que l'outil le casse. Et là, il est plutôt même facilitateur, puisqu'on part de l'information qui a été reprise pour aller rechercher de l'info et rediscuter à bon escient avec la personne. Voilà, je pense que ça vaut le coup d'avoir des outils qui permettent encore et toujours de continuer à tisser des liens entre production, maintenance forcément, et puis opérateur et encadrant. Voilà, donc, et après au niveau des encadrants, non, parce que tout le monde souhaitait pas passer du temps, d'aller rechercher sur des feuilles manuelles et autres pour retrouver de l'info, alors qu'elle est disponible et qu'elle est enregistrée maintenant facilement. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Non, écoutez, on va considérer que tout a été très clair, alors donc tant mieux. Parfait, écoutez, je vous remercie. Merci de votre écoute. Voilà, et puis n'hésitez pas, alors je vais mettre quand même un petit slide avec nos coordonnées. Voilà, donc si vous voulez reprendre contact. Oui, il n'y a pas de problème, je répondrai aux mails rapidement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.